Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Ce que vous allez voir n'est pas une simple histoire de chars, de tunnels et de frontières. C'est l'histoire de la façon dont une victoire déclarée peut s'effondrer au moment même où elle touche le terrain. Israël est entré au Liban en s'attendant à une opération propre, rapide et décisive. Mais ce que le Hezbollah avait préparé sous terre, dans les tunnels à travers les collines et à l'intérieur des villages, était complètement inattendu pour le renseignement israélien. Lorsque le conflit a pris fin, le bilan des pertes a raconté une histoire qui a profondément secoué le Moyen-Orient. Pourtant, presque personne ne parle de ce qui se passe réellement ensuite. Personne ne vous a dit ce qui s'est passé dans ces collines. Personne ne vous a dit ce que les chars ont trouvé lorsqu'ils ont de nouveau franchi la frontière. Et personne, pas un seul présentateur de grande écoute, pas un seul briefing officiel, ne vous a dit ce que cela signifie pour les 5 prochaines années dans une région qui ne peut pas se permettre un nouveau cycle de ce genre. La version reçue par le public était incomplète par conception. L'histoire vendue au monde à la fin de 2024 était propre et satisfaisante. Israël avait accompli quelque chose d'inédit. Les attaques aux téléavertisseurs, les explosions de talkie-walkie, l'élimination chirurgicale de Hassan Nasrallah lui-même, l'homme qui avait dirigé le Hezbollah pendant 30 ans, qui avait prononcé ce célèbre discours de la toile d'araignée à Bin Jebeil en 2000, qui avait transformé l'organisation d'une milice réactive en un État dans l'État. L'armée israélienne avait, selon cette histoire, décapité l'organisation, détruit ses réseaux de tunnels, dégradé son arsenal et l'avait forcé à se replier derrière le fleuve Litani dans le cadre d'un cessez-le-feu censé redonner sa sécurité au nord d'Israël. C'était le récit. C'était ce que disait le briefing. C'était ce que les comités éditoriaux ont accepté et répété. Dans une salle de briefing à la Trump, cela aurait déjà été présenté comme la plus grande victoire de tous les temps, de préférence, avant que quelqu'un vérifie si la route devant était encore pleine de missiles. Voici ce qui s'est réellement passé. Lorsque les unités blindées israéliennes sont retournées dans le sud du Liban en avril 2026, elles n'ont pas trouvé une organisation brisée en phase finale de récupération. Elles ont trouvé des positions préparées, des rues cartographiées à l'avance, des équipes anti-chars qui savaient exactement quelle route les chars Merkava allaient emprunter, quels bâtiments offraient les meilleurs angles de tir, combien de temps une colonne de véhicules serait exposée entre le carrefour de l'autoroute et l'entrée du quartier d'Alawani. À 300 mètres du stade, ce même stade, les blindés israéliens se sont arrêtés. Pas à cause d'une surprise, pas à cause d'une embuscade chanceuse, mais à cause d'un système conçu précisément pour ce moment sur ce terrain contre cet ennemi. Il faut rester avec cela un instant avant de continuer. 300 mètres, 20 mois après le cessez-le-feu, 20 mois après la destruction déclarée de l'infrastructure militaire du Hezbollah, 300 mètres d'une cible symbolique que le gouvernement israélien avait implicitement promis à son public de faire tomber. Et les blindés se sont arrêtés. La vraie question est de savoir à qui profite le fait que vous ne compreniez pas pourquoi. L'école de communication pro-Trump peut appeler cela mission accomplie, autant qu'elle le veut. Les chars se sont quand même arrêtés à 300 mètres. Un seul cadre permet d'expliquer tout ce qui suit. Il n'est pas compliqué. Il n'est pas académique. C'est le cadre que tout analyste sérieux des conflits asymétriques utilise depuis le Vietnam, depuis l'Afghanistan, depuis la deuxième guerre de Tchétchénie, depuis 2006 au Liban même. Ce cadre est le suivant. Dans tout conflit entre une force militaire conventionnelle et un acteur non étatique profondément enraciné, la force conventionnelle mesure son succès à ce qu'elle détruit. L'acteur non étatique mesure son succès à ce qu'il préserve. Ce ne sont pas seulement des indicateurs différents, ce sont des indicateurs opposés. Et lorsque vous comprenez cela, vous comprenez pourquoi chaque opération militaire israélienne contre le Hezbollah depuis 1982 s'est terminée avec un Hezbollah fonctionnellement intact et fonctionnellement plus fort qu'il ne l'était auparavant. Cet argument doit être construit couche par couche, parce que l'histoire de surface, des chars arrêtés près d'un stade, n'est que le début. Les couches qui se trouvent en dessous détermineront toute la forme de cette région pour la prochaine génération. La première chose à comprendre, c'est ce que le cessez-le-feu de novembre 2024 a réellement produit. L'accord exigeait que le Hezbollah se repositionne au nord du fleuve Litani. Il exigeait que l'armée libanaise se déploie dans tout le sud. Il exigeait que les forces israéliennes se retirent du territoire libanais. Dans les faits, Israël a maintenu 5 avant-postes sur des hauteurs stratégiques. Akloumi, Zareh, Aviv, Margalio et Moula. 5 positions fixes sur le sol libanais, maintenues par une armée en retrait qui ne s'était pas retirée. Pendant ce temps, le Hezbollah a transféré le contrôle officiel d'environ 190 de ses 265 positions militaires à l'armée libanaise. Relisez ce chiffre. 190
sur 265, ce qui signifie que 75 positions ont été conservées, ce qui signifie que l'organisation a remis ce dont elle n'avait pas besoin et gardé ce qu'elle considérait comme essentiel. Et la communauté internationale a accepté cela comme une conformité, parce que, en diplomatie, la conformité se définit par ce que l'on peut vérifier. Et l'architecture souterraine du Hezbollah était, par conception, impossible à vérifier complètement. Ce n'est pas un accident. C'est une stratégie qui opère sur un horizon temporel plus long que celui des négociateurs du cessez-le-feu. Un slogan peut tenir proprement sur une pancarte de rassemblement. Un réseau de tunnels, lui, ne tient pas proprement dans un communiqué de presse. En même temps, quelque chose se passait sur le plan économique, et cette partie est presque jamais discutée dans le cadrage géopolitique, même si elle est fondamentale pour comprendre comment le Hezbollah a survécu à ce qui aurait dû être une crise existentielle. La Banque mondiale a estimé le coût total du conflit de 2024 à 14 milliards pour le Liban. Le produit intérieur brut réel s'est contracté de 7, 1% rien qu'en 2024. Plus de 10 000 bâtiments ont été détruits ou endommagés. Dans le village de Kwarkola, 90% des maisons ont été détruites entre octobre 2024 et janvier 2025. 60 écoles, 68 hôpitaux, 63 centres de soins primaires. Ce ne sont pas des chiffres d'arrière-plan. Ce sont les conditions dans lesquelles une population décide où va sa loyauté et dans lesquelles un acteur non étatique doté de ressources, d'une organisation et d'une idéologie de résistance reconstruit sa base sociale plus vite que n'importe quel effort de reconstruction gouvernementale. Parce que voici ce que la dévastation économique a réellement fait. Elle n'a pas affaibli l'infrastructure sociale du Hezbollah. Elle a démoli la capacité de l'État libanais à combler le vide. Chaque hôpital détruit, chaque école évacuée, chaque famille ayant perdu sa maison et n'ayant reçu aucune compensation gouvernementale est devenue un point d'ancrage potentiel pour que l'État parallèle du Hezbollah se réinsère. L'organisation avait passé 2 décennies à fournir des services sociaux que l'État libanais ne pouvait pas ou ne voulait pas fournir. La guerre de 2024 a détruit l'infrastructure physique. Elle n'a pas détruit la mémoire organisationnelle qui savait exactement comment la reconstruire, exactement qui appeler, exactement de quoi chaque communauté avait besoin en premier. Voilà la première couche. La destruction qui était censée éliminer la base sociale du Hezbollah a en réalité accéléré sa réinsertion. C'est ici que le style politique du bombarder puis déclarer le succès manque d'oxygène, parce que les décombres contiennent encore de la politique. Mais ce n'est que le début. Ce qui se produit lorsqu'on examine précisément l'architecture militaire est encore plus révélateur. Les tunnels sont presque toujours présentés de manière erronée dans la couverture occidentale comme un détail logistique, plutôt que pour ce qu'ils sont réellement, l'actif stratégique central de la doctrine militaire du Hezbollah. Ces réseaux n'ont pas été improvisés. Ils n'ont pas été creusés rapidement en réponse à une menace. Leur construction s'est déroulée sur plusieurs années avec une expertise technique iranienne, avec des matériaux acheminés clandestinement par la Syrie, avec la pleine conscience et la participation des communautés locales qui ne les percevaient pas comme l'infrastructure d'armement du Hezbollah, mais comme une infrastructure de survie collective pour une population civile qui vivait depuis des décennies sous la menace crédible de frappes aériennes israéliennes. Cette distinction est énorme. Lorsqu'un tunnel passe sous un village qui a été bombardé 5 fois de mémoire d'hommes, les habitants qui vivent au-dessus ne le perçoivent pas comme un actif militaire appartenant à une milice soutenue par l'étranger. Ils le perçoivent comme la raison pour laquelle leur famille est encore en vie. Les tunnels remplissent plusieurs fonctions simultanées que l'analyse militaire conventionnelle tend à réduire à une seule. Ce sont des postes de commandement qui permettent au commandant de diriger des opérations sans apparaître dans aucun flux de surveillance aérienne. Ce sont des installations de stockage d'armes qui gardent les munitions intactes à des profondeurs que les F-35 israéliens, malgré toute l'extraordinaire précision de leurs munitions anti-bunker, ne peuvent pas atteindre ou localiser de façon fiable sans coordonnées précises. Ce sont des corridors de mouvement qui permettent aux combattants de se repositionner entre les engagements sans jamais refaire surface, là où les drones peuvent les repérer. Et ils sont aussi, et c'est la dimension que les planificateurs militaires à Washington et à Tel Aviv sous-estiment constamment, une infrastructure psychologique. Savoir qu'il y a toujours un endroit où aller, toujours un passage sous terre, toujours une façon de survivre à un engagement de plus, n'est pas un facteur moral mineur. C'est la colonne vertébrale organisationnelle d'une force qui a choisi de combattre indéfiniment plutôt que de gagner rapidement. Israël a détruit des sections de ses réseaux pendant l'invasion de 2024. Des sections importantes. Les dégâts étaient réels et les tunnels se sont reconstitués, pas entièrement, pas immédiatement, mais suffisamment, parce que la connaissance communautaire de leur tracé,
de leur construction et de leur reconstruction n'est pas morte avec les sections effondrées. Cette connaissance vivait chez les gens qui les avaient bâties, chez les ingénieurs qui les avaient conçus, chez les combattants qui s'y étaient entraînés pendant des années. Aucune bravade de campagne électorale ne change la règle de base. Si la mémoire de l'ennemi survit, le plan de guerre n'a pas terminé le travail. Cela nous mène à la deuxième couche, l'architecture organisationnelle qui rend le Hezbollah réellement différent de presque tous les autres acteurs armés non étatiques ayant affronté une campagne d'élimination soutenue par une armée technologiquement supérieure. La plupart des groupes armés sont hiérarchiques. Ils dépendent d'un commandement central. Éliminer les commandants et l'organisation perd sa cohérence. C'est le modèle que le renseignement militaire israélien, le Mossad et Amman agissant ensemble, a appliqué au Hezbollah tout au long de l'opération de 2024 et dans ses suites. Tuer Nasrallah, tuer les commandants adjoints, tuer les commandants régionaux, tuer les commandants d'unité. Disloquer la chaîne de commandement à suffisamment de points en même temps pour que l'organisation ne puisse plus fonctionner. Les attaques aux téléavertisseurs ont été un exploit extraordinaire du renseignement. La mutilation simultanée de milliers d'agents sur toute l'étendue géographique du territoire libanais en une seule opération représentait un niveau de pénétration de la chaîne logistique d'un adversaire qui n'a pas vraiment de précédent dans l'histoire moderne du renseignement. L'assassinat de Nasrallah était tout aussi significatif. 30 ans d'autorité institutionnelle, de relations personnelles avec l'Iran, avec le Hamas, avec la direction Houthi, avec chaque acteur important de ce que Téhéran appelle l'axe de la résistance. Cela ne se remplace pas rapidement ni proprement. Et pourtant, l'hypothèse analytique qui a suivi, selon laquelle ces éliminations avaient réduit le Hezbollah à une fraction imperceptible de sa capacité passée, s'est effondrée dès que les chars sont entrés à Bin Jbeil. Parce que le Hezbollah ne combat pas comme une armée. Il combat comme un réseau de cellules semi-autonomes, chacune capable d'agir de façon indépendante, chacune approvisionnée par des caches d'armes prépositionnées, chacune opérant sur un terrain où ses combattants s'entraînent depuis des années, certains depuis toute leur vie adulte. Les cellules n'ont pas besoin d'une autorisation centrale pour engager le combat. Elles ont seulement besoin de présence, de préparation et de l'apparition de l'ennemi à un endroit prévisible. Vous ne pouvez pas détruire cette architecture avec une stratégie de décapitation, vous pouvez la perturber, vous pouvez la forcer à s'adapter, vous pouvez ralentir son rythme pendant des mois, mais les cellules ont survécu au commandant, parce que les cellules n'ont jamais dépendu du commandant pour leur fonction opérationnelle immédiate. Ce n'est pas un défaut de conception que le renseignement israélien aurait omis de remarquer. C'est une caractéristique de conception que le Hezbollah a délibérément construite sur 40 ans, précisément parce qu'il comprenait que toute structure de commandement centralisé finirait par être pénétrée et éliminée. La décapitation semble décisive à la télévision, surtout dans une formule pro-Trump. Sur le terrain, les réseaux ne s'effondrent pas poliment simplement parce que le titre le souhaite. Suivez la logique ici, parce que c'est là que la plupart des analyses s'arrêtent et que le véritable argument commence. Si vous ne pouvez pas détruire les cellules par décapitation, si vous ne pouvez pas détruire les tunnels par les seules frappes aériennes, et si la destruction économique du Liban renforce plutôt qu'elle n'affaiblit la base sociale du Hezbollah, alors quelle était exactement la théorie militaire de la victoire en 2024 ? Quel était le scénario dans lequel les objectifs déclarés, la dégradation permanente de la capacité militaire du Hezbollah, le retour des communautés du nord d'Israël dans leurs foyers sans la menace des tirs de roquettes, étaient réellement atteints ? La réponse honnête est qu'il n'existait aucune théorie cohérente de la victoire. Ce qui existait, c'était une théorie de dégâts importants. Une théorie d'un déplacement temporaire de l'équilibre militaire. Une théorie selon laquelle la combinaison des attaques aux téléavertisseurs, des éliminations de dirigeants, de l'invasion et de la pression du cessez-le-feu permettrait d'acheter du temps, un temps significatif avant le prochain cycle. C'est un objectif militaire et politique défendable. Ce n'est pas la même chose qu'une victoire. Et le présenter comme une victoire, comme une grande partie de la couverture médiatique l'a fait, c'est ce qui a rendu les événements de mars et avril 2026 si désorientant pour les publics à qui l'on avait dit que le problème était réglé. Appeler des dégâts une victoire est un vieux tour de magie politique. Agiter le drapeau, monter le volume et espérer que personne ne demande ce qui arrive ensuite. L'argument doit maintenant s'élargir à la dimension régionale, parce que ce qui s'est passé à Bin Jbeil en avril 2026 n'était pas seulement une histoire concernant Israël et le Hezbollah. C'était un signal lu simultanément à Moscou, à Pékin et à Ankara, et chacune de ces capitales le lisait pour des raisons entièrement différentes
qui façonneront la prochaine décennie de sécurité mondiale. La Russie observait la guerre urbaine à Binjbeil, parce que sa doctrine militaire concernant la relation entre la puissance aérienne, les blindés et l'infanterie en terrain urbain complexe a été testée à plusieurs reprises en Syrie, à Mariupol, à Bakhmout, et chaque nouvelle donnée confirme ou remet en question les hypothèses fondamentales de cette doctrine. Ce qu'elle a vu à Binjbeil, des chars Merkava arrêtés à 300 mètres d'un objectif par des missiles guidés anti-chars tirés depuis des positions à l'intérieur d'une architecture de pierre dense, a directement confirmé ce que les commandants russes avaient déjà appris à un coût énorme en Ukraine. En milieu urbain, un blindé sans soutien d'infanterie adéquat n'est pas un atout décisif, mais une cible. La Chine observait pour une raison entièrement différente. Toute l'architecture de planification militaire d'un scénario potentiel autour de Taïwan repose sur des hypothèses précises concernant la capacité d'un défenseur préparé à imposer des coups insoutenables à un attaquant en terrain complexe. Même lorsque cet attaquant possède des avantages écrasants en puissance aérienne, en puissance navale et en sophistication technologique, chaque bâtiment tenu par le Hezbollah à Binjbeil, chaque heure écoulée sans que l'armée israélienne atteigne son objectif déclaré, constituait une donnée dans les modèles de planification de Pékin. Non pas parce que Taïwan est le Liban, non pas parce que l'armée populaire de libération et les forces de défense israéliennes, mais parce que la variable centrale, à savoir si une force préparée, motivée, profondément enracinée, dotée d'armes prépositionnées et d'un terrain cartographié à l'avance, peut imposer à une armée supérieure des coûts suffisants pour que le coût politique de l'opération dépasse son bénéfice stratégique, est exactement la même variable. La Turquie observait parce qu'elle nourrit de sérieuses ambitions dans le monde arabe, parce que sa relation avec Israël et avec la cause palestinienne est un élément central du positionnement régional d'Erdogan, et parce que le véritable équilibre militaire sur le terrain détermine l'effet de levier réellement disponible pour la diplomatie turque, par opposition à l'effet de levier déclaratoire des déclarations et des condamnations. C'est pas un conflit régional qui reste régional. C'est un laboratoire vivant que plusieurs grandes puissances utilisent pour mettre à jour leurs hypothèses stratégiques en temps réel. Le monde étudie les champs de bataille pendant que les fabricants de slogans étudient les applaudissements, et une seule de ces deux activités prépare vraiment quelqu'un à la prochaine guerre. Maintenant, il faut revenir à la dimension humaine, parce que l'analyse par cadre risque de masquer ce qui compte réellement le plus. Depuis la reprise des combats à la fin de février 2026, plus de 2000 personnes ont été tuées au Liban en moins de 2 mois. 1 million de personnes ont été déplacées. C'est 20% de toute la population du Liban, 20% de tout un pays. Ce n'est pas une statistique, ce n'est pas une donnée, mais des familles dormant dans des gymnases et dans des voitures, dans les appartements de proches à Beyrouth, qui eux-mêmes luttaient déjà avec une économie qui ne s'était pas remise de la dévastation de 2024 ni des années d'effondrement financier qui l'avaient précédée. 3 jeunes filles ont été tuées dans la ville côtière d'Adloun lors d'une frappe nocturne. Une frappe a touché un cimetière à Chayat pendant des funérailles, des dizaines de personnes tuées alors qu'elles enterraient leurs morts. Le fils d'un ministre en fonction figurait parmi les blessés graves, rendant soudain personnel, pour une classe politique qui gérait cette guerre depuis une sécurité rhétorique, les coûts que les familles ordinaires du sud du Liban et du nord d'Israël payaient depuis des décennies. Et voici ce que personne, dans les grandes capitales occidentales, ne veut dire clairement. Israël ne peut pas éliminer le Hezbollah par la force militaire sans détruire entièrement le Liban comme État fonctionnel. Et détruire entièrement le Liban comme État fonctionnel créerait à la frontière nord d'Israël quelque chose de beaucoup plus dangereux qu'une milice affaiblie, un vide de pouvoir rempli par des acteurs ayant moins de contraintes organisationnelles, un comportement moins prévisible et moins à perdre. Ce n'est pas un argument moral contre l'action militaire. C'est un argument stratégique que les architectes de ces opérations comprennent parfaitement bien et choisissent de ne pas exprimer publiquement, parce que l'admettre exigerait d'admettre que l'objectif publiquement déclaré n'est pas l'objectif poursuivi en privé. La phrase la plus difficile en politique étrangère est souvent celle qu'aucun podium ne veut prononcer à voix haute. Le Hezbollah, de son côté, ne peut pas vaincre militairement Israël. Il ne peut pas détruire l'État israélien. Il ne peut pas protéger les civils libanais contre les frappes aériennes de précision. Il ne peut pas livrer la libération promise par son idéologie fondatrice dans un horizon à court ou moyen terme. Ce qu'il peut faire, ce qu'il a démontré à plusieurs reprises qu'il peut faire, c'est survivre, absorber les dégâts, se reconstituer et rendre chaque opération militaire successive plus coûteuse pour Israël, en temps, en perte, en capital politique intérieur et en réputation internationale. Les deux camps peuvent se faire du mal.
Les deux camps peuvent survivre et se battre encore. Voilà le piège. Et les personnes qui paient le prix de ce piège sont celles qui ont le moins de pouvoir pour en sortir. Les familles de Ben Jabeil dont les maisons ont été détruites 3 fois en 20 ans. Les agriculteurs de la Bekaa dont les terres ont été bombardées jusqu'à la ruine économique. Les enfants de Kiryat Shmona dont toute l'enfance a été organisée autour du son des sirènes et de la distance jusqu'à l'abri le plus proche. Voici le chiffre vers lequel tout cet argument menait. Depuis 1978, Israël a envahi le Liban 6 fois. Lors de chaque invasion, le groupe armé qui était la cible déclarée a survécu, s'est reconstitué et s'est révélé plus sophistiqué dans l'affrontement suivant qu'il ne l'avait été dans le précédent. L'OLP expulsé en 1982 a été remplacé par le Hezbollah, qui était organisationnellement plus capable et plus profondément enraciné que l'OLP ne l'avait jamais été. Le Hezbollah, sévèrement endommagé en 2006, a triplé son arsenal de roquettes en 4 ans. Le Hezbollah, qui a perdu Nasrallah et des milliers d'agents en 2024, était de retour à l'entrée de Ben Jabeil, avec des missiles guidés anti-chars et des positions de tir cartographiées à l'avance 17 mois plus tard. 48 ans. 6 invasions. L'équilibre du pouvoir sur le terrain n'a pas fondamentalement changé. C'est le genre de bilan qu'un slogan de campagne préférerait éviter, parce que l'histoire n'applaudit pas sur commande. Ce n'est pas un argument en faveur d'une solution particulière. Ce n'est pas un argument en faveur du Hezbollah. Ce n'est pas un argument contre le droit d'Israël à la sécurité sur sa frontière nord. C'est simplement le bilan historique énoncé clairement, ce qui est apparemment quelque chose que très peu de commentateurs grand public sont prêts à faire. Voici à quoi ressemblera la prochaine décennie si rien ne change structurellement. Dans 2 ans, le Liban sera en reconstruction partielle, insuffisamment financé par une communauté internationale fatiguée de l'aide et confrontée à des crises concurrentes. Pendant ce temps, le Hezbollah reconstituera discrètement ses capacités dans les zones que l'armée libanaise ne contrôle pas réellement, c'est-à-dire la majeure partie du sud. Dans 5 ans, les 5 avant-postes israéliens maintenus sur le territoire libanais auront soit été retirés sous l'effet d'une pression diplomatique accumulée, soit seront devenus des points de friction permanents, autour desquels de nouveaux incidents se formeront et s'aggraveront. Dans 10 ans, si aucun cadre politique n'a été trouvé pour répondre à la fois à la question des armes du Hezbollah et à celle de la définition juridique permanente de la frontière, il y aura une 7e invasion. Les drones seront plus autonomes, les tunnels seront plus profonds, les systèmes anti-chars seront plus précis, la population civile sera plus épuisée, plus traumatisée et plus seule. Et le cycle recommencera, produisant les mêmes analyses, les mêmes condamnations, les mêmes sessions d'urgence au Conseil de sécurité, les mêmes appels humanitaires, les mêmes déclarations de victoire, et la même découverte 18 mois plus tard que la victoire déclarée n'était pas ce qu'elle semblait être. D'ici là, les mêmes voix bruyantes redécouvriront probablement les mêmes faits et les vendront comme une nouvelle de dernière heure. Le 21e siècle ne se gagne pas avec des bombes anti-bunker et des programmes d'élimination du commandement. Pas sur un terrain comme celui-ci, pas contre des organisations comme celle-ci, pas contre une population qui vit avec ce conflit depuis plus longtemps que la plupart de ses combattants ne sont en vie. Il se gagne, ou plus précisément, il se résout avec du temps, avec de la profondeur organisationnelle, avec de la mémoire institutionnelle, et avec un cadre politique qui s'attaque aux causes réelles du conflit plutôt qu'à ses symptômes militaires les plus visibles. Ben Jabeil l'a démontré de nouveau dans ces mêmes rues, devant ce même stade, 26 ans après que Nasrallah s'y soit tenu et dit au monde qu'Israël était une toile d'araignée, d'apparence solide, fragile en son cœur, destinée à s'effondrer sous une pression soutenue. Il est mort maintenant. Les chars sont revenus pour lui donner tort. Ils se sont arrêtés à 300 mètres du stade. La leçon n'a pas changé. La question est de savoir si quelqu'un en position d'agir en conséquence est enfin prêt. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.